Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour. Merci de venir si nombreux en cet après-midi de juin pour un très beau plateau. D'ailleurs, le temps est-il encore de l'argent avec des invités de qualité? Le temps est-il encore de l'argent? Effectivement, c'est une bonne question. Time is money, disait l'autre, Benjamin Franklin, je crois. Et notre rapport à l'argent et au temps a évidemment bien changé depuis. Il a changé parce qu'on s'aperçoit que, et les études le montrent, que de plus en plus de jeunes notamment, eh bien, accordent beaucoup plus d'importance justement au temps, à la vie modeste, à la vie sans courir après l'argent. Et puis, il y a aussi probablement la dimension écologique qui change probablement notre rapport au temps.
Mais ce n'est pas moi qui vais disserter cet après-midi, ce sont nos invités. Et donc, je vous demande de bien vouloir accueillir 4 personnalités très intéressantes qui vont probablement vous apporter des éclairages sur ce thème qui est le temps et l'argent. Alors, j'appelle Jean Benardeau, qui est le président de HSBC Continental Europe. Jean Benardeau, que vous avez déjà entendu, je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Que vous avez déjà entendu dans le cadre de la Cité de la Réussite, c'est un habitué. Donc vous êtes diplômé de Polytechnique, vous êtes passé par l'administration du Trésor, et en 1995, vous devenez le conseiller technique de Alain Juppé, qui est alors Premier ministre. En 1997, vous rejoignez le groupe HSBC, précisément, et comme responsable de la Banque de financement et d'investissement pour l'Europe continentale. Et vous êtes le président du conseil d'administration de HSBC Continental Europe depuis 1 an, depuis 2021. J'appelle également Pascal Bruckner. Pascal, qui est un habitué, bah oui, non, voilà, celui-ci à droite, qui est un habitué des amphis, puisque il enseigne à Sciences Politiques, ou il a enseigné à Sciences Politiques. Voilà. Vous êtes diplômé de l'école pratique des hautes études, vous avez consacré une thèse à l'utopiste Charles Fourier, et vous avez enseigné aussi aux États-Unis, à San Diego, en Californie, et à la New York University, et également donc à Sciences Po, comme je le disais. Vous êtes administrateur, vous avez été administrateur dans les années 80 de Action contre la faim, et puis depuis fort longtemps, vous collaborez à beaucoup de journaux, à énormément de journaux, notamment le Nouvel Obs, Le Monde, et aussi au Figaro, je peux le dire, régulièrement. Et puis, vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages. En 2014, vous avez évoqué votre enfance dans un livre chez Grasset qui s'appelle « Un bon fils ». Et vous avez publié, alors tout à fait étonnamment d'ailleurs, je dois le dire, il n'y a pas longtemps, cette année, un livre sur la montagne, dans l'amitié d'une montagne, où vous révélez aussi une de vos passions, qui est celle de la montagne. Merci d'être avec nous. Gérard Beckerman est aussi avec nous. Alors lui, c'est un habitué des lieux parce qu'il a enseigné de nombreuses années. Il a enseigné de nombreuses années, y compris dans cet amphithéâtre d'ailleurs, cher Gérard. Alors, Gérard, vous êtes universitaire à l'origine, un universitaire qui a débuté sa carrière aux côtés d'un homme fameux et qui m'est cher aussi, puisque c'était une signature du Figaro, qui s'appelle Raymond Aron. Et vous avez enseigné à Paris 2 pendant plus de 15 ans. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps, d'accord. Et vous êtes également diplômé de l'École normale de musique, il faut le dire, puisque c'est votre dada, président fondateur du concours international des grands amateurs de piano et président de la fondation Long Thibault. Et vous êtes, évidemment, président de l'affaire. J'appelle également monsieur le ministre, monsieur Pierre Moscovici. Vous êtes à la tête de la Cour des comptes, et Cour des comptes où vous étiez d'ailleurs à votre sortie de l'École nationale d'administration. Et puis on connaît votre parcours, vous avez été une des figures évidemment du Parti socialiste longtemps, vous avez été ministre des Finances et commissaire européen. Merci à nos jeunes invités qui nous ont rejoints. Donc, je vais vous demander peut-être de vous présenter, non? Vous voulez pas vous présenter? Bon, vous allez poser des questions, en tous les cas,
pendant... Ah, s'il y a un micro, allez, allons-y. Bonjour, je m'appelle Axel, j'ai 21 ans, j'aime le sport et je suis là pour vous écouter parler du temps et de l'argent. D'accord. Bonjour, je m'appelle Mathéo, j'ai 19 ans et je suis actuellement en 2e année à l'école d'ingénieur Subbiotech. Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 20 ans et je suis actuellement en 3e année d'école de commerce à Schema Business School. Bonjour, Tanguy, 22 ans, actuellement en 3e année à HEC et impatient de vous entendre parler d'argent. Bonjour, je m'appelle Fatine Choki et je suis en 2e année d'IPSA, une école spécialisée en aéronautique et en aérospatiale. Bonjour, je m'appelle Inès Ramouni, j'ai 24 ans et je suis étudiante en classe talent intégrée à l'INSP. Je prépare les concours administratifs. Bonjour, je m'appelle Imane Sali, je suis étudiante en licence d'économie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonjour, je m'appelle Agathe Morvan et je suis en 1re année à Sciences Po Toulouse. Merci, bravo. Alors, je vais vous donner la parole aux uns et aux autres. Je vais commencer par vous, Pierre Moscovici. Et puis, après, vous allez vous exprimer les uns après les autres. Je donnerai la parole, évidemment, aux étudiants. Et puis, la parole au public si eh bien, il y a des questions qui se dégagent à l'intérieur de ce bel amphithéâtre. Pierre Moscovici, pour arriver à son objectif, est-ce qu'il faut mieux sacrifier... Je n'ai pas préparé la question. Hein. Est-ce qu'il faut mieux sacrifier du temps ou de l'argent? Ça dépend de l'objectif. Je vais essayer de parler peut-être d'une politique publique, ou de politique en général d'ailleurs. Alors, de décision, parce que... Ma question, c'est plutôt évidemment en termes de quand vous êtes aux commandes et quand vous êtes dans un univers de politique publique. Bon, disons qu'il y a peut-être quelque chose qui n'apparaît plus suffisamment aujourd'hui. Quand on est trop pressé par la réussite, on oublie cette valeur. C'est qu'une bonne politique publique, ça prend du temps. Et que quand on se précipite, en réalité, on en perd en croyant en gagner. Et on a parfois eu un sentiment d'urgence excessif qui a conduit à des décisions hâtives, expéditives, mal prises. Mais si on veut prendre une politique publique, il faut d'abord consulter. Il faut sans doute faire des études d'impact. Il faut toujours penser à l'évaluation. Il faut réfléchir aux parties prenantes. Il faut se demander aussi comment on va pouvoir évaluer non seulement de manière concomitante, mais de manière ex post. Et je pense qu'une bonne politique est quand même une politique qui est bien conçue. Et donc, perdre du temps au sens de se précipiter, pour la politique, je considère que c'est assez mauvais. De manière générale, d'ailleurs, en politique, il faut avoir le sens du temps, et du temps long. Alors, j'ai une question qui est sur la bouche, mais elle n'est peut-être pas d'actualité. Je n'ai pas tout à fait fini, parce que, en dehors de ça, il ne faut pas non plus perdre trop de temps. Et on est quand même dans une époque où on est pressé par les crises. Pour notre Europe, dans laquelle nous vivons, notre monde en général, ce siècle, c'est le siècle des crises. Si je parle de l'Union européenne, j'y ai passé beaucoup de temps dans ma vie, pour le coup, entre la crise financière, la crise grecque, la crise de la dette souveraine, la crise Covid, la crise ukrainienne maintenant. Nous sommes quand même pressés par une forme d'urgence. Et s'agissant du climat, on voit bien que nous sommes là, pour le coup, dans une urgence absolue. Nous sommes déjà en retard par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés. Donc il n'y a pas de temps à perdre non plus. Donc il faut jouer dans cette dialectique du temps nécessaire pour une bonne politique et du temps rapide. Il faut donc être à la fois efficace, démocratique et rapide, agile. C'est tout ça qu'il faut combiner. Quant à l'argent, il vaut mieux quand même avoir les moyens pour mettre en œuvre les politiques qu'on mène. Elles sont coûteuses. Lutter contre le changement climatique, c'est extraordinairement coûteux. Ce sont des milliards, des milliers de milliards d'euros annuels qu'il va falloir consacrer jusqu'à la fin de ce siècle, 1700 milliards par an sans doute, pour lutter de manière efficace contre le changement climatique, beaucoup plus en fin de période. La guerre en Ukraine nous montre bien que nous avons pris du retard sur notre défense et qu'il va falloir y consacrer là aussi des moyens. La crise Covid a généré ce qu'on a appelé le quoi qu'il en coûte. Donc, ne pas perdre non plus son argent. Et j'ajoute une dernière chose, c'est que quand on s'endette, on s'efface et on s'appauvrit.
Je suis, moi, depuis très très longtemps persuadé que la dette publique, c'est l'ennemi de l'économie, c'est l'ennemi de la politique, et c'est surtout l'ennemi des générations futures. Aujourd'hui, tout le monde fait comme si ça n'existait pas et comme si ça n'avait pas d'importance. Et j'appartiens à une génération, nous appartenons d'ailleurs à des générations, nous sommes à peu près, quelques années près de mêmes années, qui savent ce qu'est ou sera leur retraite, qui voient leur futur borné, et puis il y a dans la salle des jeunes, et nous sommes en train de tirer des traites sur leur avenir. Ça me paraît tout à fait indécent, outre que c'est stupide. Alors, j'aurais pas l'indécence, justement, de vous poser une question qui me brûle les lèvres, pourtant. On perd du temps, là, actuellement, en France, pour... On prend son temps, en tout cas. Pour gouverner. J'ai le sentiment que les Français attendent quand même quelques décisions. Voilà, on a pris le temps. C'était le temps démocratique. Il fallait voter une fois, 2 fois pour l'élection présidentielle, 1 fois, 2 fois pour l'élection législative. Les Français ont, semble-t-il, porté un jugement sur la manière dont ce temps a été géré. Je crois que maintenant, il ne faut plus en perdre. Je suis président de la Cour des comptes. J'attends avec impatience maintenant que le projet de loi de finances rectificative qui permettra de dire quelles mesures on prend contre l'inflation soit pris, et soit pris dans les semaines qui viennent. Je pense que si j'étais à Bruxelles commissaire européen, j'attendrais que la France nous délivre son programme de stabilité et dise quelle sera sa politique pour les prochaines années. Non, voilà. Maintenant, le temps démocratique est passé, on connaît la donne, elle n'est pas simple, elle impose quand même des décisions. Bien sûr. Pascal Bruckner, je disais en introduisant le sujet tout à l'heure que le rapport justement au temps et à l'argent, qu'on est jeune aujourd'hui, et les études le prouvent, a considérablement changé, y compris d'ailleurs dans les, on le voit dans les grandes écoles, où beaucoup d'étudiants sont en train de remettre en question. C'est d'ailleurs l'objet d'une grande enquête dans le Figaro de ce matin d'ailleurs, sont en train de remettre en question les enseignements, en disant, nous, on n'est pas là, on est là pour avoir une vie agréable, une vie qui réponde à, qui ait du sens, comme on dit, c'est l'expression aujourd'hui, et peut-être davantage que pour eh bien, s'en mettre plein les poches, d'une certaine façon. Oui, ben, ça me rappelle quand même ma propre jeunesse, puisque la génération 68 et celles qui ont suivi considéraient que l'argent allait mourir à la suite des journées de mai-juin 68 et que nous allions vers un monde libéré des entraves économiques, capitalistes et autres, et financières. Et c'est vrai que jusqu'à un certain âge, j'ai pu vivre dans une relative insouciance vis-à-vis de l'argent. Je n'en avais pas, donc je n'avais pas besoin d'en dépenser. Et à partir du moment où on devient père de famille, on a des obligations, l'argent devient une donnée essentielle. Donc il faut commencer par compter de la même façon qu'à partir d'un certain âge, on compte les années restantes. Donc ça, c'est le rapport fondamental entre l'argent et le temps. C'est qu'évidemment, le temps est un miracle qui arrive en abondance quand on est jeune. On a l'éternité devant soi. Puis à partir d'un certain moment, cette éternité raccourcit et pose un certain nombre de problèmes de toutes sortes. Donc que la jeunesse pense qu'il faut inverser les priorités, c'est tout à fait de son époque. Elle a raison. Je ne suis pas sûr que dans 20 ans, les mêmes jeunes, je n'en sais rien, hein, je ne veux pas prendre des paris, seront sur la même longueur d'onde. Mais je pense que c'est important de se dire qu'on a le temps. Vous savez qu'aujourd'hui, un jeune qui est né au début du siècle, en tout cas une jeune femme qui est née au début du siècle sera probablement centenaire. Hein. Ce sont les statistiques qui le disent. Donc il y a ce qu'il ne faut pas perdre quand on est jeune. Parce qu'il faut avoir quand même, au cours de sa vie, le sentiment d'avoir eu une jeunesse et non pas d'avoir déjà assumé des soucis qui sont ceux de l'âge adulte. Ce qu'il ne faut pas perdre, c'est l'idée qu'au fond, on a beaucoup de temps devant soi, on peut s'égarer, on peut se tromper, et qu'il faut que la maturité arrive, mais très lentement. Ce n'est pas la peine de devenir des adultes au moment où d'autres sont encore en basket et en jean. Prenez votre temps. Je ne crois pas du tout à la fin du monde, personnellement. Prenez votre temps, trompez-vous. Et comme disait Samuel Beckett, échouez, échouez encore, échouez mieux. Je n'ai fait que ça toute ma vie, et puis un jour vous trouverez votre chemin, mais rien ne presse. Et donc c'est ça l'essentiel. Je rappelle que vous avez écrit un livre sur l'écologie fort intéressant, où vous n'êtes pas gentil avec les ayatollahs de l'écologie, je le dis. Pierre, vous vouliez ajouter un tout petit... Je voulais me tourner vers les jeunes en pensant à ça.
Parce que, bon, moi, j'ai mené une vie de politique, c'est une vie qui va vite, on est très ambitieux. Vous menez? Non, je ne suis plus dans la politique aujourd'hui, je suis président de la Cour des comptes, c'est pas la même chose. Je suis impartial, indépendant par définition. Je dis pas que ça m'intéresse plus, ça m'amuse parfois même, mais bon, comme les mots croisés, j'en fais plus. Mais j'ai été extrêmement actif, voire suractif. Et j'ai aussi fait l'ENA, des gens qui étaient comme ça, sans arrêt, sortir du bureau le soir à 11h, en vouloir toujours plus, etc. Aujourd'hui, je préside une institution qui est un peu spéciale, la Cour des comptes, parce que c'est une institution qui, pour le coup, est un peu hors du temps. Elle est là depuis des siècles et des siècles, elle a un côté club, on y travaille beaucoup, mais avec aussi un très grand aspect d'indépendance. Et ce qui me frappe quand je regarde les jeunes, et j'entendais mademoiselle qui est dans une prépa talent, et la Cour des comptes a signé des conventions avec des prépa talents. Je recrute des jeunes, j'y attache une grande importance, c'est une petite boîte, je les connais, un par un, les jeunes qui travaillent chez moi. Je vois que les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui font l'ENA ou l'INSP maintenant, comme on dit, ils ne sont pas exactement avec les mêmes valeurs et le même rapport au temps que ceux de mon temps. Justement, ils attachent beaucoup de prix, alors sans être devenus tout à fait 68 heures, à l'indépendance, au temps pour eux-mêmes, à la qualité de vie. Par exemple, le corps que je préside les attire beaucoup pour ça, parce que justement, on n'est pas pressé comme des citrons, on n'est pas dans des hiérarchies, etc., etc. Et ça, je pense que c'est une façon de réussir en prenant son temps qui est intéressante. Il ne faut pas généraliser sur les générations, mais c'est quand même quelque chose que j'observe. Gérard Beckerman, une question un peu particulière. On observe aujourd'hui un allongement de la durée de la vie de façon assez prononcée. Donc on a le moyen d'épargner beaucoup plus que par le passé. Donc on arrive à concilier le temps et l'argent. J'ai l'habitude de vos questions très particulières. Dans toutes les questions qu'on me pose, c'est toujours particulier. Moi, je réagis au propos de ce jeune étudiant qui est impatient. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Et vous, monsieur le ministre, qui êtes aussi impatient, et là, je sais pourquoi, pour que nos gouvernements prennent des bonnes décisions en matière de redressement des finances publiques. À vous deux, je dirais, ne défiez pas le temps. Laissez le temps au temps. Même si on veut ne pas faire les choses en même temps, comme dit quelqu'un. C'est-à-dire, il n'y a rien pour moi de plus antinomique et de dialectique que le temps et l'argent. Parce que le temps, une succession de temps, prenez en abscisse, on met le T dans des modèles de détermination, d'option. Une option vaudra très cher, coûtera beaucoup d'argent, si le temps est lointain. Et à mesure qu'on se rapproche du temps défini, eh bien, elle ne vaudra plus rien. Et donc, ne soyez pas impatients, parce que le temps, il apportera notre départ vers peut-être une autre vie, et il faut plutôt avoir l'espérance. Alors, je dirais que dès le départ, il y a une relation très dialectique, et c'est dommage qu'on ne soit pas dans le grand défi, parce que Pascal m'aurait inspiré. Pascal a utilisé pour moi les mots les plus beaux pour non pas définir le temps, car Pascal ne voulait pas définir le temps qui pour lui était une évidence. Il écrit un traité de géométrie, et c'est qui n'a pas fini, mais il l'a ébauché, et c'est très suggestif. C'est-à-dire le temps, je ne veux pas le définir, dit Pascal, parce que je sais ce qu'est un passé, l'histoire, je sais ce qu'est le présent, je le subis, l'être, une nature contingente, petite, infiniment petite, subit le présent et parfois même ne veut pas prévoir l'avenir. Alors, Pascal avait cette conception finalement qui est très proche de Saint Jérôme, qui disait à peu près la même chose. Je ne veux pas le temps défini, je veux, d'autant que je ne peux pas le définir, je veux un temps qui soit une intention de l'âme. Donc dès le départ, le temps et l'argent a connu des formes très multiples au cours des siècles. Au Moyen-Âge, l'argent avait des formes métalliques, le cuivre, ça a commencé par le cuivre, après on a eu l'argent, après on a eu l'or, on a eu les métaux précieux,
au XIXe siècle avec l'arrivée des entreprises, des sociétés cotées. C'est là où on crée la bourse des valeurs mobilières. Il y a d'abord eu le temps au sens de richesse, l'argent autant de richesse industrielle avec les auteurs d'économie politique, Adam Smith, etc. Et puis il y avait 20 ans plus tôt, vers 1750, nos bons paysans français, Mirabeau, Le Trône, Mercier de la Rivière, qui disaient que l'argent vient de la terre. Et puis au XXe siècle, on a eu une conception un peu plus financière de l'argent. On est riche quand on accumule des capitaux et essentiellement des valeurs mobilières. Et au XXIe siècle, la priorité a été donnée à une intelligence sur le temps. Tous les concepts de marché dérivé, les marchés de futures ou les marchés d'options, sont un pari sur le temps. Alors le temps, sont un pari sur le temps, c'est-à-dire vous supprimez la volatilité, ces marchés n'existent plus. Alors dès le départ, il y a bien ce qui me paraît une dialectique d'opposition entre le temps et l'argent. Le temps peut conduire à l'éternité. Et voyez-vous, je me souviens, j'étais à votre place, il y a un prof qui s'appelait Léon Wagner, qui faisait un cours qui m'avait passionné de grammaire. Il fallait le faire. J'avais 18 ans. Mais j'étais passionné par les cours de Léon Wagner. Au même moment, il y avait des cours de Yankelevitch ici. Et que disait cette conjonction de coordination, le temps et l'argent? Eh bien, ça introduit, je dirais, faussement, parce que la grammaire, c'est un peu comme le solfège pour la musique, c'est l'ossature. C'est comme la comptabilité, un actif, un passif. On ne peut pas transcender une ossature, un corps humain, le solfège. Et là, avec cette conjonction, on est un peu perdu. Ce n'est pas tellement la problématique du temps et de l'argent, je dirais que c'est plutôt une problématique du temps contre l'argent, ou plutôt du temps hors argent. Dès le départ, bien entendu, il faut s'organiser pour vivre, pour soi, pour la société, pour la cité, pour des amis, pour la famille, pour des proches, c'est une évidence. Mais au fond, à quoi ça sert tout ça? Et c'est l'idée que je voudrais suggérer aujourd'hui. L'argent, quand il est bien géré par un banquier ou quand il est parfois mieux géré par un assureur, les deux sont très bien, peut donner... je suis philosophe, mais je suis VRP de ma maison. Je suis un VRP finalement parce que j'ai confiance dans le travail que je fais. Comme le président d'HSBC a bien entendu confiance aussi dans son travail et on le fait avec une grande intelligence, une grande organisation. Mais il faut dépasser l'aspect contingent de ce que nous sommes, l'aspect, je dirais, limité à un moment donné et penser à ce que le temps peut faire. Tout à l'heure, j'ai déjeuné à ma table, il y avait un jeune normalien qui va rentrer d'ailleurs à la CPR, me dit-il, qui a fait Normal Sup et les mines. Et il me disait, vous devriez dire à tous ces jeunes combien le temps est un atout extraordinaire dans la vie. Il m'avait suggéré une idée qui est plutôt la sienne que la mienne. Regardez les 3-8, le travail pénible qui pouvait conduire à la mort, décrit dans les ouvrages de Zola. Les 3-8. Regardez ce qui s'est passé avec les conquêtes du Front populaire dans les années 30. Une victoire sur le temps, puis les 35 heures. Moi, j'aime les 35 heures, je vous le dis. Je suis favorable aux 35 heures. Et pourtant, je suis chef d'entreprise. Et je pense que ce n'est pas le temps et l'argent, c'est plutôt le temps comme salvateur, le temps qui serait libérateur des contraintes de la matérialité. Travailler moins pour œuvrer plus. C'est quand même le défi vers lequel on doit tendre. Et toute la doctrine socialiste du XIXe siècle, elle doit être saluée dans ce sens. C'est-à-dire c'est une conquête majeure, la limitation du temps dans un esprit de désaliénation, de dépassement des contraintes de la matérialité, du travail,
pour pouvoir œuvrer le moment venu pour l'art, les missions civiques, la responsabilité, la culture. C'est ça les grands défis. Donc pour moi, je dirais, on n'est plus du tout dans un schéma d'opposition, mais plutôt dans un schéma de soutien, de dynamique. Le seul temps que je connaisse doit être un temps libérateur contre l'aliénation du quotidien, pour la liberté et pour les grandes missions dans la vie publique et personnelle. Merci Gérard. Vous avez pris le temps. Trop? Non. Jean Benardo, alors quand on est banquier, on a le temps ou pas? Non, on n'a pas le temps justement. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Alors moi, quand j'ai entendu échouer, ça m'inquiète un peu. Parce que échouer, oui, à condition de rembourser ses crédits. Dans la banque, on est très à l'aise avec le temps et l'argent parce qu'on a trouvé un concept qui réunit les deux, qui est celui de taux d'intérêt. Et là où ça a été moins drôle, c'est quand le taux d'intérêt est devenu négatif, on s'est demandé si on était vraiment assis sur du solide. Et la réalité, c'est qu'il a fallu repenser un certain nombre de choses. Le taux d'intérêt, quand il est positif, en nominal, ça donne l'impression assez confortable que le temps enrichit progressivement à peu près tout le monde. En tout cas ceux qui sont du beau côté du bilan, et le taux négatif a changé ça. Alors en fait c'est pas vrai. Le taux d'intérêt au cours des siècles appauvrit toujours dès qu'on raisonne en termes réels, parce que l'argent est une matière extrêmement mouvante, et ce qui la ronge de l'intérieur en permanence, c'est l'inflation. Et depuis 2010, que ce soit en zone euro ou au Royaume-Uni, depuis 2014 au Japon, le taux d'intérêt réel est négatif, et donc l'argent n'enrichit pas, mais il appauvrit, qu'on dorme ou qu'on ne dorme pas d'ailleurs, ça ne change pas grand-chose. Et c'est encore plus frappant quand l'inflation atteint 8%, comme c'est le cas en zone euro, au Royaume-Uni ou aux États-Unis. En période d'inflation et taux d'intérêt réel négatif, le temps est un impôt sur l'argent. 12 ans, c'est une période un peu longue. On pourrait croire que sur des périodes encore plus longues, ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas vrai. Au cours des siècles, la monnaie de compte, inéluctablement, s'est toujours dépréciée, plus ou moins rapidement. Alors il y a des périodes de stabilité qui sont parfois très longues. Elles se finissent toujours par une crise qui déprécie violemment la monnaie de compte. La cause fondamentale de ça, elle est connue, c'est le financement des dépenses publiques et du déficit budgétaire par de la création monétaire, que ce soit pour financer une guerre, des dépenses sociales ou des dépenses somptuaires. C'est vieux comme le monde. La Chine au XIVe siècle avait inventé le papier monnaie, elle l'a utilisé à fond. La Régence, après la guerre de succession d'Espagne en France, les deux guerres mondiales dans les pays européens, le Vietnam pour les États-Unis, la valeur de la monnaie de compte inéluctablement se déprécie. Et donc, pour retrouver de la valeur avec le temps en travaillant l'argent, il faut aller prendre du risque, mettre de l'innovation, aller chercher de l'investissement. Et au fond, c'est peut-être moral ou sain. Bravo. Merci. Alors, je vais passer la parole à nos jeunes étudiants. Vous allez poser des questions qui vous chatouillent, je dirais, en vous représentant une nouvelle fois et en disant à qui vous voulez que cette question s'adresse. Qui veut prendre la parole en premier? Alors, levez-vous. Pardon? Il marche bien ce micro. Allez-y. Est-ce qu'on m'entend? Oui, très bien. Du coup, je n'ai pas pu me présenter tout à l'heure. Je suis Juliane, je suis en Master 1 droit bancaire et financier à la Sorbonne. Ma question s'adresse à tous les intervenants, même si tout le monde ne va pas répondre, parce qu'il faut que tout le monde puisse s'exprimer. On s'est déjà un peu exprimé dessus, vous avez un peu anticipé la question, puisque M. Moscovici et Bruckner se sont déjà un peu prononcés dessus. En fait, ma question revenait à vous demander, alors que les générations passées devaient travailler beaucoup pour gagner beaucoup, et que les générations avec le temps cherchent à travailler moins pour toujours gagner leur vie. Ce que je voulais vous demander,
Tout simplement, c'est croyez-vous que la valeur travail, la valeur effort s'épuise avec le temps? Que pensez-vous de ces constats, des générations qui passent? Alors, Pascal. Oui, alors je sais que c'est une tendance actuelle de dire que le travail est une notion dépassée. Vous avez peut-être lu Le droit à la paresse de Lafargue, qui était le gendre de Karl Marx, et qui est un livre assez étonnant parce que c'est un livre qui célèbre la fin du travail, et les hommes et les femmes, dans la société communiste idéale qu'il dessinait, ne feraient que s'amuser et iraient au spectacle et se divertiraient en permanence. Et ce que je crains, si l'on insiste sur la disparition de la valeur travail, on peut évidemment moduler le temps de travail très différemment par rapport au temps passé, et Gérard Beckerman en a parlé tout à l'heure, mais ce que je crains, c'est que si on continue dans cette pente à dire que le travail n'a plus aucune importance, c'est qu'on arrive à une nouvelle situation à la romaine, où finalement les gens qui travaillent beaucoup, ce seront les plus riches, ce seront les classes dominantes qui seront soumis à une sorte de surmenage horaire en permanence, tandis que la plèbe sera divertie par des jeux, par Internet, par des loisirs, par des applications, par des fantaisies. Et je trouve qu'on va retrouver là une nouvelle dichotomie extrêmement grave, où finalement, en croyant conquérir une liberté, en réalité, on se soumet à une nouvelle servitude. Et je remarque que les pays où on travaille le plus, les pays où en tout cas il y a envie de travailler, sont des pays qui souvent ou souvent des individus qui viennent de pays pauvres et qui savent que pour échapper à la misère et à la dépréciation de leur propre vie, ils sont obligés là aussi de retrouver une éthique du labeur que nous semblons avoir perdue dans nos pays. Alors vous êtes trop jeune, mais en 1981, quand les socialistes sont arrivés au pouvoir, il y a eu la création d'un ministère du temps libre, précisément. Pierre Moscovici. Oui, c'était M. André Henry, qui avait été un ancien syndicaliste, chef de la FEN, la Fédération de l'Éducation nationale, qui avait été brièvement mis du temps libre. Ça n'a pas donné d'ailleurs quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais bon, non, je voudrais juste poursuivre sur l'exemple que je donnais, parce que je pense qu'il n'y a pas d'antinomie en réalité. Il ne faut pas décrire les générations actuelles comme des générations qui ne veulent pas travailler, ou qui ignorent la valeur de l'effort, ou qui n'ont plus cette valeur-là. Je pense simplement que ce qui se passe est un peu plus subtil que ça. Je pense que la crise Covid, d'ailleurs, a joué aussi son rôle. Dans certains pays, par exemple aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la grande résignation, le grand retrait par rapport au marché du travail. Nous ne l'avons pas observé autant en Europe, parce que finalement, nous avons des marchés du travail qui, sans doute, sont mieux organisés, mieux protégés qu'aux États-Unis. Mais il y a une forme quand même de crise du sens. Et je crois que ce que les nouvelles générations attendent, ce que je vois, moi, c'est pas de travailler moins, c'est de travailler en étant peut-être plus libre dans des organisations qui sont moins hiérarchiques, avec un projet qui soit un projet auquel ils participent et qu'ils définissent eux-mêmes, avec aussi du temps pour soi, avec une organisation peut-être plus modulaire ou plus libre de leur temps. Moi, je trouve ça très bien. Et donc, je n'oppose en rien ce qui se passe actuellement à la valeur travail. Je pense que les deux sont tout à fait combinables. Je le vois. Et d'une certaine façon, je l'admire, parce que ces jeunes, je dirais qu'ils travaillent plus que ce que nous travaillons, et à certains égards, ils travaillent mieux. Intéressant. Monsieur Bernardo. Juste un petit mot macroéconomique là-dessus quand même. Effectivement, on a le sentiment que dans un certain nombre de pays plutôt occidentaux, l'appétit au travail est plus faible. Il ne faut pas perdre de vue que ce sont des pays qui, souvent, sont des pays dans lesquels une partie des rémunérations est gagée par de la dette. C'est des pays en double déficit, budgétaire et extérieur. Donc, en fait, une partie de la rémunération est gagée par la dette. Si les gens étaient dans des pays plus difficiles, comme la plupart des pays émergents, où on ne peut pas se permettre de s'endetter pour rémunérer, probablement les rémunérations seraient plus faibles. Et si les rémunérations étaient plus faibles, l'arbitrage temps libre, travail, pourrait être vécu différemment, pouvoir d'achat et temps libre. Une autre question. Mademoiselle. Bonjour. Levez-vous. Okay. Alors, vous venez de quelle école? Schema, c'est l'école de commerce de Lille, c'est ça? Oui, Lille, Antibes, je fais la pub, okay. Si tu veux. Alors, votre question. Alors moi, je voulais juste rebondir sur ce que Pascal Bruckner a répondu à mon collègue. Oui.
Alors, je pense pas, enfin, vous avez mon avis et je vous pose une question après, justement. Est-ce que vous ne pensez pas plutôt que le mode de vie un peu oisif que vous décrivez avec les réseaux sociaux, tout ça, c'est parce que justement la jeunesse d'aujourd'hui se rend compte que le travail qui, avant, aliénait en fait beaucoup. Je vois mes parents, enfin, je pense que je ne suis pas la seule à les voir, qui vraiment étaient... je veux dire, asservis par leur travail. Est-ce que nous, en fait, on ne se rend pas compte que peut-être c'est pas ça qu'on veut plus tard et que c'est pas forcément un mode de vie oisif, c'est juste un mode de vie qui cherche un sens à son existence qui est pas... C'est ce que vient de dire Pierre Moscovici. Oui, mais c'est ça, mais je veux dire... pas Bon. exactement. Pascal, si vous voulez bien répondre, mais je voudrais des questions aussi pour Gérard Beckerman. Une autre question Non, je pense que le sens de l'existence s'impose quand on vit une vie qu'on a choisie soi-même. C'est le libre choix de son destin qui donne un sens à l'existence. Qu'il y ait dans le travail, et on rebondit sur ce que disait Pierre tout à l'heure, une part d'effort incompressible. C'est peut-être ça aujourd'hui qui est en cause dans un certain nombre d'établissements d'éducation nationale. Je pense à cette histoire avec Sylvie Germain. Vous avez vu que Sylvie Germain, c'était une femme écrivain dont un des textes a été donné au bac, et une part importante des jeunes candidats au bac ont insulté l'auteur en disant qu'elle les opprimait, qu'on devrait interdire son œuvre. Ils l'ont traité de tous les noms. Et évidemment, c'était inconcevable à mon époque, d'abord parce que les réseaux n'existaient pas et que nous avions peut-être, je ne sais pas, une meilleure maîtrise du français ou une meilleure exigence dans la langue, et qu'aujourd'hui, ça s'est peut-être perdu, je n'en sais rien, je ne veux pas avoir l'air du vieux con, mais je vais quand même un peu insister dans ce sens. Donc, la décrédibilisation de l'effort aujourd'hui, qui est promue par un certain nombre de théories, ne me paraît pas propice pour ceux qui en sont l'objet, à trouver du sens plus tard. Parce que quelle que soit l'éducation que vous receviez, même si elle est extrêmement libérale, elle implique une certaine violence. C'est-à-dire la sortie de l'ignorance vers le savoir, quelles que soient encore une fois les disciplines que vous choisissez, demandera du labeur, du temps. Vous savez, il y a une phrase très belle de Paul Valéry: ce qui n'a pas été fait avec le temps ne sera pas retenu par lui. Et ça me paraît la base. Et donc, moi, mes années de jeunesse, je me suis beaucoup amusé, mais je travaillais 12 à 14 heures par jour au lycée Henri IV, parce que c'était aussi l'apprentissage d'une certaine capacité laborieuse qui m'a énormément servi ensuite. Donc on peut concilier le sens et l'effort, mais il ne faut pas oublier l'effort, parce que sans lui, après, on devient simplement une sorte de... On crie le sens, où est le sens, mais d'abord, il faut œuvrer à son élaboration. Alors, allez-y, mademoiselle. Du coup, moi, c'est Agathe. Étant donné que la durée de vie ne cesse d'augmenter, on peut dire que cela permet d'épargner plus longtemps. Cependant, cela se traduit également par une vieillesse plus longue, entre guillemets, et plus coûteuse. La question est donc la suivante. Le vieillissement de la population et l'augmentation de la durée de vie moyenne se traduisent-ils par une hausse de l'épargne? Ah bah, vous reprenez ma question, finalement. Alors, Gérard Beckerman, là, vous ne pouvez pas vous... Mais là, je pense que c'est une question d'agrég. Hein. Non. Vous savez, on est dans cette amphi Richelieu. Richelieu, c'était la plus grosse fortune d'Europe, de son vivant, comparable à l'un des hommes les plus fortunés aujourd'hui. Il travaillait pas beaucoup, il profitait de tous les bénéfices ecclésiastiques, il profitait de tous les baillages où il ne se rendait jamais. Et il avait accumulé, alors qu'il était pauvre au départ, d'une fortune monumentale et qui avait posé des problèmes au moment de sa mort et de sa succession. Alors, il avait accumulé une épargne considérable, mais sa conception du temps et de l'argent, il aurait été inspiré de lire Saint Jérôme, et il ne l'a sans doute pas fait, ce qui est dommageable pour un cardinal, quand même. Il aurait pu avoir d'autres sources. Et donc, l'épargne, elle a beaucoup augmenté. Vous parlez de l'espérance de vie. C'est un concept qui est intéressant, mais qui ne se suffit pas à lui-même. Ça ne sert à rien de vivre longtemps quand on est malade, quand on est très vieux, quand on ne peut plus agir, quand on ne peut plus penser.
C'est ça les vrais ressorts de la vie, la pensée, l'action, le service, la culture, la création, le dialogue, l'entraide. Ça, ce sont des grandes et des belles missions. L'auto d'épargne, ça fait 30 ans dans ma vie professionnelle que j'en entends parler. Mais l'épargne pour qui? Et je dirais l'épargne pourquoi? Vous me parlez de taux d'épargne. Bon, vous allez parler comme notre ministre avant-hier, nous avons un taux d'épargne le plus élevé de toute l'Europe, il est temps que nous consommions davantage. Mais on mange déjà assez. On n'a pas besoin de consommer plus. On ne veut pas devenir gros. On peut être modeste et se limiter à des voitures qui ne soient pas des voitures les plus luxueuses. Moi, je pense, contrairement à ce que disait Pascal Bruckner, que je ne sens pas dans la jeunesse un défi du travail. C'est-à-dire, je pense que les jeunes ont une intelligence bien supérieure, en tout cas à la mienne, à ma génération, selon laquelle ils arrivent à faire ce que nous pouvions faire avec beaucoup plus d'efforts. C'est pas ce que dit les professeurs. Enfin bon. Oui, mais les professeurs, ils sont là. Les meilleurs professeurs, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui nous donne l'inspiration pour bien professer, je peux vous le dire. Et je le vois avec ces questions. Je ne pense pas qu'il y ait une contestation de l'effort et du travail aujourd'hui. Je vois plutôt un progrès qui est lié à la productivité. On produit plus en moins de temps, mais il n'y a pas de relâchement de la part de la jeunesse. Et l'exemple de cette étudiante qui doit certainement aimer l'argent parce qu'elle fait une école de commerce. Mais c'est très bien d'avoir évoqué le souvenir de votre maman et surtout la pénibilité de son travail. C'est ça qui est une tragédie. Et si votre maman, votre arrière-grand-mère, arrière-grand-père avait vécu dans les industries textiles décrites par Zola vers 1880 dans le nord de la France, voyez-vous, c'était beaucoup plus pénible encore. Et moi, j'ai cet optimisme dans l'histoire, cette espérance que les jeunes nous sont un défi de nos propres idées pour nous contester nous-mêmes, parce qu'ils arriveront à comme disait notre ministre, grâce au temps et grâce au travail qu'ils conjuguent autrement, à aller vers des découvertes qui vont économiser du temps. Pour qui? Pour eux-mêmes et pour la liberté. Et c'est ça qui me paraît un véritable enjeu de société. Je ne désespère pas d'une éventuelle démotivation des jeunes à l'égard du travail. Je sais qu'ils sont plus intelligents, donc ils auront moins besoin de temps pour faire mieux ce que nous avons mis avec beaucoup de temps. Je ne savais pas que Gérard Beckerman était un poste 68ard acharné et que Pascal Bruckner, qui lui a été 68ard, était maintenant à l'inverse. C'est génial les débats. Prêt pour la révolution. Une autre question, mademoiselle, je vous en prie. Bonjour, pour me représenter, je m'appelle Imane et je suis étudiante en licence d'économie à Paris 1, à la Sorbonne. Et ma question s'adresse à monsieur Benardo. Vous aviez dit, et je parle sous votre contrôle, que le taux d'intérêt appauvrit à travers le temps et que pour éviter cela, il faut investir dans l'innovation. Or, on voit que la finance semble réorienter une partie de ces investissements. Les banques commencent à intégrer le risque climat. Et ce risque-là, est-ce que, selon vous, c'est un moyen de gagner du temps ou un sursis pour se rassurer de l'effondrement de notre planète, ou au contraire, un véritable réveil d'un secteur qui est en pleine métamorphose? Merci. Ça, c'est du solide. Oui, ça, c'est du solide. Hein. Là, il faut... Le risque climatique, je pense qu'après tous les travaux qui ont été faits, on n'est plus tellement dans le concept de risque et de probabilité. Le travail scientifique pour voir quelle était l'évolution du climat en fonction du taux de CO2 a été fait depuis maintenant de très nombreuses années. La prise de conscience est plus ou moins rapide selon les secteurs, les pays, les personnes. Mais je crois que le secteur bancaire maintenant a vraiment pris acte de ça, en tout cas le secteur bancaire occidental
a pris acte de ça et a intégré dans son comportement un intérêt collectif qui est d'accompagner la réduction des émissions de CO2 au cours du temps pour ralentir ou stopper un jour le changement climatique. Et ce n'est pas seulement une question de risque, c'est une question quelque part de certitude et de participation à un effort collectif en tant qu'un des secteurs de la collectivité qui doit prendre sa part là-dessus. Alors c'est pour la plupart des banques occidentales des engagements généralement 2030 de neutralité CO2 pour leur propre consommation, mais c'est marginal. Le vrai engagement, il est dans l'accompagnement des clients et le ciblage des financements vers les secteurs qui mènent leur transition énergétique. Et ça, l'ensemble des banques occidentales, je le dis encore parce que ce n'est pas encore vrai sur la planète, hein, ont des équipes en place pour expliquer aux clients comment lier les financements et leur transition. Généralement, c'est des indicateurs qui font que quand un certain nombre de clients améliorent un certain nombre d'indicateurs, généralement d'émissions de CO2, parfois ça va plus loin et ça touche la gouvernance ou un certain nombre d'autres sujets sociétaux importants, les financements ainsi structurés peuvent être suivis et donc se placent auprès d'investisseurs conscients de cet enjeu collectif. Et c'est comme ça qu'on répond à cet enjeu. Je crois que c'est vraiment très sincère dans le secteur bancaire. Gérard, un petit mot. Juste un mot pour répondre à l'étudiante. Ce qui compte, ce n'est pas tellement un taux d'épargne, c'est-à-dire une quantité. Ce qui compte, c'est la qualité. C'est-à-dire à quoi va servir tout cet argent. C'est-à-dire, si c'est pour la... Et on le fait dans nos métiers d'assureur ou de banque, cet argent, il doit servir à la transition écologique, il doit servir au socialement responsable, à la bonne gouvernance, il doit servir aux nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une prise de conscience de l'idée de donner un sens à ce taux d'épargne. Ce n'est pas tellement accumuler et accumuler. Pourquoi faire? Ce qu'il faut, c'est un bon taux d'épargne, une belle épargne, une bonne épargne pour tous ces finalités, c'est celles que je viens de citer, qui donnent finalement un sens à notre travail, au temps et à l'argent. Pierre Moscovici. Je me réjouis que le secteur bancaire soit à bord de cette grande affaire, mais ça le dépasse. Comme vous le dites, c'est plus une question de risque. On est face à une certitude, je dirais presque face à une évidence. Notre planète est en plein dérèglement. Et là, on est vraiment au cœur de la problématique contemporaine du rapport entre le temps et l'argent. L'argent qu'il faut consacrer de manière impérative, et encore une fois, ce sont des milliers de milliards d'euros, de dollars chaque année, pour gagner du temps au sens de préserver la planète, tout simplement. C'est extraordinairement angoissant. On a tous nos vies. Bon, il se trouve que je suis devenu père très tard, et que j'ai un garçon qui a 4 ans. Bon, très bien. Et quand j'essaie d'imaginer sa vie, elle sera très longue, quand je ne serai plus là, je suis angoissé par cette question du changement climatique. Vraiment angoissé. Et je me dis qu'au fond, c'est à ça qu'on doit consacrer l'essentiel de nos efforts aujourd'hui et l'essentiel de notre argent. Ça veut dire qu'il faut être capable, en effet, de mobiliser les ressources. Alors elles sont privées, elles sont d'origine bancaire, elles sont publiques aussi, à tout ce qu'exige la lutte contre le réchauffement climatique. Y parvenons-nous imparfaitement? Nous voyons bien à la fois qu'il y a une course là, entre l'effort qu'on consent, qui est significatif, et en même temps la vitesse du réchauffement climatique qui va beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Et donc, nous avons besoin de davantage de moyens pour gagner ce temps. Et ça pose des questions aussi d'affectation de l'argent. Mon métier comme Premier président de la Cour des comptes, c'est quand même de traiter des finances publiques. Et je l'ai dit, pour moi, la question de la dette publique est une question aujourd'hui extrêmement préoccupante. Nous sommes trop endettés. Et quand on s'endette, in fine, on s'appauvrit. N'imaginons pas que la dette publique ne nous reviendra pas à la figure en boomerang. Si ce n'est pas demain, parce que notre dette, par exemple, française, elle est soutenable, elle est finançable, c'est dans 10 ans, c'est dans 15 ans, c'est dans 20 ans. Et donc, nous devons traiter cette question, justement, par respect pour les générations futures. Alors, pour le faire, il va falloir faire un certain nombre d'économies. Je sais que c'est un mot qui peut paraître grossier à certains. Il va falloir maîtriser la dépense publique. La meilleure façon de maîtriser la dépense publique, c'est de la rendre plus intelligente et plus efficace. Pour qu'elle soit plus intelligente et plus efficace, il faut réformer les politiques publiques pour qu'elles tournent mieux. Et ça, c'est quand même une pensée qu'il est nécessaire d'avoir.
le mot réforme, j'appartiens à une réforme, je vous ai dit, j'ai été socialiste, et je suis quand même trop vieux pour avoir complètement subi une greffe de pensée. Je reste quand même dans le courant d'idées qui m'a inspiré dans le passé, même si je n'en fais plus aujourd'hui profession. Mais bon, pensant ça, je me dis tout de même qu'il est indispensable de réformer, de continuer à réformer. Le mot réforme n'est pas un mot grossier. C'est bizarre. Dans nos générations, c'était plutôt quelque chose qui portait vers le haut. Aujourd'hui, ça apparaît comme une contrainte, une punition. Retrouvons le sens des bonnes réformes. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas sacrifier dans cette affaire, c'est l'investissement. Et c'est l'investissement dans les transitions que nous vivons aujourd'hui, la transition numérique, la transition écologique, tout ce qui va aussi dans le sens de l'innovation, de la recherche. Et donc le paradoxe du moment, c'est que nous avons une dette publique considérable qu'il faut impérativement réduire. Pour la réduire, il faut économiser, il faut maîtriser la dépense publique. Pour maîtriser la dépense publique, il faut réformer les politiques publiques, mais à côté de ça, il y a des investissements absolument inédits à réaliser. Et donc, il va falloir aussi trier dans cette affaire le bon grain et l'ivraie, savoir ce qu'il faut dépenser, l'argent qu'il faut consacrer pour gagner du temps, et aussi l'argent qu'il faut économiser pour pouvoir en consacrer davantage à ce qui importe. La dette qui est de 3 000 milliards d'euros, c'est ça ? Oui, absolument, et qui est de 114,5% du PIB pour ce trimestre, et qui ne donne pas de véritable signe de réduction. Et ça, c'est quand même un message. Ceux qui n'y pensent pas, en réalité, je pense, n'ont pas le souci des générations futures. Une autre, mademoiselle. Donc, je m'appelle Inès, je suis en classe talent. Alors, en 2 mots, c'est quoi la classe talent? Vous pouvez nous dire? Alors, c'est un programme d'égalité des chances qui vise à préparer les élèves au concours administratif. Parfait, d'accord. Au sein de l'Institut national du service public, anciennement École nationale d'administration. Très bien. Ma question s'adresse à Jean Ballardeau. Elle est en lien avec un récent rapport sorti sur le trading haute fréquence et ses effets sur l'économie financière. Alors que la finance accélère exponentiellement son rythme d'activité, on perçoit qu'elle tend à se déconnecter du rythme classique de l'économie. Est-ce que vous pensez que cette déconnexion entre le temps financier et le temps de l'économie réelle existe réellement et qu'elle a des conséquences sur l'économie? Merci. C'est une question très intéressante parce qu'effectivement, la technologie a fait que ce qui est quelque chose de naturel, qui est le marché, où on rapproche l'offre et la demande, peut maintenant se faire sur des constantes de temps extrêmement faibles. Et donc, ce que vous citez comme rapport de l'AMF sur le trading haute fréquence pose cette question, est-ce que c'est un progrès ou est-ce que c'est au contraire un risque? Je crois que la nature des marchés n'a jamais changé. Il faut des endroits où l'offre et la demande puissent se rencontrer, et il y a des gens qui sont sur ces marchés, des intermédiaires, pour accélérer la rencontre entre l'offre et la demande, et qui s'intermédient, et donc qui achètent aux uns et revendent aux autres, pour que les vendeurs et les acheteurs puissent faire une transaction plus rapidement. Et ça a une valeur, c'est ce qu'on appelle la liquidité sur les marchés. Et pour faire ce métier bien, il faut réfléchir et anticiper l'offre et la demande. Et les moyens technologiques modernes et de communication moderne ont fait qu'il y a des gens qui anticipent ça tellement vite qu'ils sont à la milliseconde ou moins que ça pour nourrir les marchés d'ordre d'achat et de vente et rapprocher encore plus vite l'offre et la demande. Du côté liquidité, c'est un progrès. Le risque de ça, c'est la manipulation de marché. Et quand vous faites ça à un rythme tel que l'information que vous diffusez sur les marchés devient trompeuse, là, vous êtes du côté des choses qui sont interdites. Et c'est le rôle des régulateurs, et c'est pour ça que l'AMF s'est penché là-dessus, c'est de voir à quel moment cette manière de faire est simplement trompeuse, revient à une manipulation de marché, devient répréhensible, et qu'il faut donc la réprimer ou l'interdire. C'est compliqué, parce que ça se passe à la milliseconde, et donc il y a des gens qui travaillent là-dessus, du côté des régulateurs, et nous, banques, comme la plupart des investisseurs, on est franchement du côté du régulateur. Merci. Alors, tout ça est prévu par la loi. Ouais. Une loi de 2013 que j'avais fait voter quand j'étais ministre des Finances sur le trading à haute fréquence, entre autres. Alors, encore une question d'étudiants, effectivement. Et puis après, on va donner la parole, puisque c'est la règle du jeu, et je m'en réjouis d'ailleurs, à l'amphithéâtre, à la salle. Bonjour, donc toujours Tanguy, toujours étudiant en école de commerce. Mais par contre, par rapport à tout à l'heure, j'ai changé d'avis. Je ne vais pas vous parler d'argent, je vais vous parler de temps. Et donc c'est une question un peu plus philosophique. Donc
théoriquement pour vous, Monsieur Bruckner. Dans l'expression « le temps c'est de l'argent », on considère que le temps est une denrée précieuse, qu'il ne faut pas gaspiller. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, dans notre société de l'instantané, du tout de suite, du tout maintenant, et avec une certaine forme d'impatience, vous l'avez dit tout à l'heure, d'impatience qui se dégage, ne pensez-vous pas, Monsieur Bruckner, qu'on perd la notion de temps que vous évoquez depuis tout à l'heure, vous nous dites de prendre notre temps, etc. Mais ne pensez-vous pas non plus que la société nous pousse à nous presser il suffit d'aller dans le métro parisien pour voir qu'on est tout le temps sous pression. Ne pensez-vous pas qu'on est en train de perdre cette notion et cette valeur temporelle? Oui, en réalité, le temps a toujours été de l'argent. C'est-à-dire que si on revient aux évangiles, vous avez la parabole des talents, je ne sais pas si vous l'avez lu. Donc un maître prêtre, 5 talents, c'était une monnaie à l'époque de l'Empire romain, à un serviteur, 2 au second et 1 au dernier. Et quelques mois plus tard, le premier rapporte 10 talents, le second 4 et le dernier en rapporte 1. Et le maître félicite les 2 premiers serviteurs et blâme le second et le dernier et même le punit. Alors il y a 2 manières de lire cette parabole. On peut la lire comme à la façon des modernes, comme un éloge des capacités individuelles. Vous avez tous en vous un certain nombre d'aptitudes que vous avez le devoir de faire fructifier, et si vous ne le faites pas, évidemment, vous êtes coupable d'être resté la personne que vous étiez dans votre enfance, vous n'avez pas pu mûrir. Donc ça, c'est une interprétation, je dirais, moderne, une interprétation des Lumières. Mais on peut faire aussi une interprétation financière de la parabole des talents, et alors elle est terrible pour le christianisme, parce que ça veut dire qu'au fond, les 2 premiers sont déjà au courant des mécanismes financiers et ont placé cet argent à intérêt, donc ramènent au maître le capital plus les intérêts, et que le dernier, qui est un ignare, a enterré l'argent dans la terre et le ramène piteusement à son maître. Et alors, c'est toute l'ambiguïté du christianisme, c'est que le christianisme, tout au long de son histoire, a condamné l'argent, l'économie, le capitalisme, mais en réalité, il en a été la matrice. C'est lui qui l'a véritablement inventé, de la même façon que lorsque Fénelon explique que l'éternité s'achète par le bon emploi du temps, il fait de Dieu une sorte de trésorier payeur, le banquier suprême qui pèse nos fautes et nos mérites à la fin et qui décide de nous envoyer soit en enfer, soit au paradis, soit dans cette salle d'attente de l'éternité qui s'appelle le purgatoire, qui a été créé au XIIe siècle pour alléger l'angoisse des croyants. Et donc nous sommes en permanence, en quelque sorte, sous la... En croyant contester l'argent ou en croyant contester le système économique, en réalité, nous restons souvent sous sa coupe. Peut-être que l'intelligence de l'argent, c'est justement de le mettre au service de nos intérêts, au service de nos projets, plutôt que d'en condamner l'usage. Alors, quand vous dites que nous sommes dans une société pressée, vous avez raison, mais vous savez, notre société me fait penser à ce passage d'Alice au Pays des Merveilles. On voit la Reine Rouge qui court à toute vitesse pour rester sur place. Or, je remarque que dans nos vies, dans la vie quotidienne, nous courons à toute vitesse pour ne jamais bouger. La vie quotidienne, c'est à la fois là où nous travaillons, où nous aimons, où nous espérons, mais c'est aussi une certaine forme de banalité où les choses se reproduisent à l'infini. Et au fond, quand on dit nous vivons dans une société de gens pressés, mais ces gens pressés ne vont nulle part. Toute cette urgence, finalement, ne va nulle part. Et c'est ça un peu l'ironie. C'est-à-dire que les gens disent « je suis crevé, je suis à bout ». Mais ils ont fait quoi de leur journée? Rien. Leur journée d'aujourd'hui ressemble à celle d'hier, qui ressemblera à celle de demain. Vous savez, il ne m'arrive rien... non, pardon, excusez-moi, j'ai oublié une citation. Mais, et donc, l'important... Ça n'est pas le temps, c'est la multiplication des temps. Nous vivons sur plusieurs temps. Il y a le temps affectif, il y a le temps laborieux, il y a le temps de l'attente, il y a le temps de l'espérance. Et au fond, tout dépend à quel temps nous donnerons la priorité. Le temps affectif n'est pas du tout celui du travail. Nous aimons, mais l'amour connaît des hauts et des bas, connaît des attentes. Et donc, il faut mettre le mot temps au pluriel. Il y a plusieurs temps dans la vie et le véritable choix que vous aurez à faire sera celui de la priorité. À quel temps allez-vous donner la priorité? Est-ce que vous accepterez d'être possédé
par les choses que vous possédez vous-même, hein, c'est la vieille critique des anciens sur l'argent, ou est-ce qu'au contraire, vous accepterez de vivre peut-être moins riche, mais avec une autre perspective et avec une autre plénitude? Parce qu'au fond, c'est ça le but de la vie, c'est d'atteindre une certaine forme de plénitude, au-delà des gains que l'on peut faire et qui sont tout à fait extraordinaires. C'est vrai que c'est très agréable d'avoir de l'argent, et la pauvreté est le pire des maux qui puisse frapper un homme ou une femme, mais il vient un moment où l'arbitrage n'est que de votre propre ressort. C'est à vous de décider si maintenant vous avez assez d'argent pour vous consacrer à d'autres activités, ou si au contraire vous vous êtes lancé dans une course sans fin à l'acquisition illimitée. On peut vivre d'amour et d'eau fraîche aussi. Non, mais non, il faut un minimum, c'est ce que je disais, et un gros minimum. Bien sûr. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, juste une remarque sur la parabole des talents que les banquiers aiment beaucoup, sauf sur un point quand même, c'est que le maître félicite les deux premiers parce qu'ils ont beaucoup travaillé pour rapporter 2 fois plus que ce qu'on leur a donné. Et il dit au dernier, mettez à la banque, au moins vous auriez eu les intérêts, parce que les intérêts, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus petit que ce que fournit le travail. Mais HSBC n'existait pas à l'époque. Merci. Alors, il nous reste 25 minutes. Merci de vos questions à vous autres, les jeunes étudiants qui étaient devant nous. Alors, qui veut poser des questions? Alors, je vous demanderai, on va se fixer une petite règle du jeu. Pas de commentaires, s'il vous plaît. Pas de commentaires. Des questions, vous nous dites qui vous êtes et la question, vous dites à qui vous voulez l'adresser, s'il vous plaît. Monsieur. Bonjour, je m'appelle Iqbal, je suis banquier. Je pose une question un peu à tout le monde. Au début, le thème du débat, c'était le temps et l'argent. Et le président de HSBC a fait le lien entre les deux à travers le taux d'intérêt. Puis ensuite, le débat est parti, on ne sait comment, sur la notion du travail. Et sans qu'on ne sache vraiment pourquoi. Et je pense qu'implicitement, on voulait parler de l'éternel débat de rémunération du travail versus rémunération de l'épargne. Donc la question est comment vous avez fait le lien entre le temps et l'argent à travers le travail? Gérard? C'est très simple. L'idée que le travail était la source de l'argent, elle est venue de Marx. Peut-être 50 ans avant d'Adam Smith, dans La richesse des nations. C'est-à-dire, à l'époque, c'était révolutionnaire comme idée. On ne pensait pas que le travail était une source de richesse, et j'ai rappelé quelles étaient les acceptions de l'argent depuis le mercantilisme. Mais c'était nouveau, c'était une réflexion récente que le travail est la source des valeurs. Et la grande idée de Marx, c'était de dire que ces valeurs qui procurent des profits, des plus-values, dans le langage de Marx, ne reviennent pas aux travailleurs, mais reviennent aux capitalistes. Donc, ce n'est pas du tout un contresens qui a été fait. Au contraire, on est en plein dans le sujet. C'est le travail qui a été à l'origine de la création de l'argent et des valeurs. Jeune homme, vous vouliez poser une question. Bonjour, je m'appelle Arthur et je suis en prépéna qui prépare pour les concours administratifs de la fonction publique. Ma question s'adresse plutôt à Jean Bernardo concernant le fait d'investir pour placer. Est-ce que, justement en lien avec ce que vous avez dit sur les nouvelles technologies qui permettent de faire à la milliseconde, ça ne pourrait pas conduire à une spéculation excessive et justement à une perte du sens du temps et de l'argent, à vouloir toujours se focaliser sur quelques microsecondes? La réponse est oui. Et si vous voulez, comme ça a été dit par plusieurs des intervenants à ce panel, pour faire les choses bien, il faut un minimum de temps. Et donc, ce qui va trop vite peut effectivement être moins efficace. La milliseconde, il ne faut pas exagérer, on est sur le trading haute fréquence. C'est une toute petite partie de la sphère financière. L'essentiel de la sphère financière prend son temps pour réfléchir avant de prêter. Et un certain nombre de gens parmi vous qui ont sollicité des crédits ont vu que ça n'arrivait quand même pas toujours en 24 heures. Oui, monsieur. Bonjour,
Bonjour. Lionel, secrétaire, je viens des Hauts-de-Seine, soi-disant le département le plus riche de France, mais là aussi riche, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça pour dire que ma question porte sur les mesures, enfin, les indicateurs de mesure de la richesse. Et je me permets de m'adresser à Monsieur Moscovici, qui, entre parenthèses, dans un autre temps, si je puis me dire, que je vous avais croisé donc dans un autre temps, c'est le cas de le dire, au cours d'un banquet républicain. Et donc, c'était pour vous demander si, parce que quand vous avez parlé de la dette, vous avez évoqué évidemment le PIB, mais ne pourrait-on pas parler plutôt, justement en tenant compte d'autres critères et du contexte, ou justement en prenant en compte le sang, comme pas simplement, donc, comme on disait pour le taux d'épargne, pas simplement la quantité, mais donner aussi du sens à l'action. Donc plutôt que le PIB, pourquoi ne parlerait-on pas plutôt d'IDH, d'indicateur de développement humain? Alors c'était une idée qui avait été développée par Nicolas Sarkozy quand il est arrivé, je crois, aux affaires, qui voulait justement un PIB, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais qui avait d'autres critères, effectivement. Oui, c'est un vieux débat. Dans mon souvenir, en effet, Nicolas Sarkozy avait demandé un rapport à Jean-Paul Fitoussi et à Joe Stiglitz. C'est ça, Stiglitz. Qui lui avait produit, en effet, tout un rapport qui allait dans ce sens, en effet, de ne pas être uniquement axé sur le PIB, mais aussi sur des notions plus larges de bonheur, d'indicateurs de développement humain. Et c'est vrai que la croissance ou le PIB ne sont pas la mesure de toute richesse. Depuis que nous parlons ensemble ici, nous parlons de valeurs de temps, de valeurs d'argent, qui essayent de brasser un petit peu plus large que simplement cette notion strictement matérielle. Elle est néanmoins tout à fait fondamentale. On parlait du travail, tout à l'heure, Gérard Beckerman s'était prononcé en faveur des 35 heures. Bon, il y a quand même toute une partie de la société qui subit des inégalités massives. Vous évoquiez les Hauts-de-Seine. Oui, globalement, c'est sans doute le département le plus riche de France en termes de PIB. Il y a des gens dans les Hauts-de-Seine qui ne sont pas riches. J'ai été pendant 20 ans élu d'une circonscription dans le pays de Montbéliard, à Sochaux, qui vient d'ailleurs pour la première fois de voter pour le Rassemblement national, où beaucoup de gens se sentent pressés, pressurisés par la mondialisation, menacés par la désindustrialisation, et où la valeur du travail, justement, est une valeur tout à fait centrale. La notion de précarité aussi est une notion sur laquelle on peut travailler. Bref, je crois qu'il ne faut jamais oublier, dans les débats qui sont les nôtres, cette question fondamentale des inégalités. Et ne pas toujours raisonner, nous sommes ici dans la cité de la réussite, nous sommes dans un temple du savoir, avec des élèves qui sont des élèves de grandes écoles, que tout de même, ces notions sont assez relatives selon le niveau où on se place dans l'échelle sociale. Je prends l'exemple des 35 heures. Il n'est pas loin du sujet, puisqu'on parlait travail, d'argent. 35 heures sont éminemment critiquables à certains égards. Elles peuvent être perçues comme une forme de rigidification, voire d'appauvrissement collectif. D'un autre côté, dans le mouvement socialiste, il y a toujours eu cette notion de la réduction du temps de travail, c'est ce qu'avait commencé à faire le Front populaire, mais ça existait déjà avant sur la journée de travail, parce que c'était aussi la réduction d'une précarité, c'est donner des droits à ceux qui en ont moins. Donc nous n'opposons pas tous ces cadres-là et soyons capables de voir une vision, en effet, je crois, plus large, plus globale, qui intègre cette question des inégalités dans la mesure de toute chose et dans l'utilisation pertinente de l'argent. Gérard. C'est terrible comment un ministre formé à la doctrine socialiste, prend une position qui est quand même très différente du libéral qu'il l'a toujours été, à l'égard du temps et du travail. C'est très intéressant. Pour moi, c'est un progrès. Pour vous, c'est une problématique. Mais je peux le concevoir. Je n'ai pas le sentiment d'avoir dit ça du tout. Non. Et je me sens alors très profondément libéral, au sens de la liberté, du libéralisme politique. Oui. Vous avez travaillé avec Raymond Aron, c'est quelqu'un qui, pour moi, représente aussi énormément. Non, je crois qu'il ne faut pas opposer les deux. D'accord. Il faudrait les deux dimensions existent. À cet étudiant qui pose une question quand même qui est géniale. Pour certains, mesurer quand même. Oui. Je crois en effet que pour beaucoup, le travail libère. J'en fais partie. J'ai eu une vie extraordinairement privilégiée et heureuse de ce point de vue-là. Et 35 heures, c'est ce que je fais en 3 jours, depuis toujours. Et tant que j'aurai la santé de le faire, ce sera comme ça. Mais pour d'autres, oui, le travail opprime.
Je ne suis pas, moi, un ouvrier de Sochaux. Je ne le prétendrai jamais. Mais je les ai suffisamment vus, je les ai vus au travail pour savoir que, vraiment, on ne doit pas mettre tout à fait le même vocable, ou plutôt la même chose sous le même vocable pour des catégories de personnes qui ne sont pas dans la même situation. C'est ça que je voulais dire. Bien sûr. Ou pour des catégories de Français qui vivaient le jour et la nuit. Moi, quand j'ai dit que j'étais partisan des 35 heures, c'était le jour. Mais je ne vous dis pas combien d'heures je travaille la nuit pour d'autres choses, d'autres œuvres. Pour répondre à cette personne sur la richesse, c'est très simple. Sous l'Ancien Régime, on comptabilisait la richesse par les forêts, les moulins, les bestiaux, les bâtiments, les routes, les ponts, les chaussées, et on n'oubliait pas les ânes. C'est pour ça qu'on était très riches d'ailleurs. Et aujourd'hui, à l'INSEE, les économistes, les économètres et les statisticiens qui sont chargés de la comptabilisation de la richesse disent richesse égale somme des valeurs ajoutées, c'est-à-dire des productions de biens et services, déduction faite des consommations intermédiaires. Donc la richesse, c'est tout simplement le PIB. Mais le problème, que vous vous souvenez bien, c'est le B qui nous interpelle, parce que le B devrait être un N, le produit intérieur net. Parce que vous prenez des bouchons quand vous prenez l'autoroute, quand il y a des bouchons, on ne peut pas dire que c'est une richesse. Le seul qui s'enrichit, c'est le garagiste, le pompiste. Mais nous, ça ne nous enrichit pas. Autrement dit, il faudrait calculer un produit intérieur net qui déduirait du brut tous les désagréments, tous les aspects négatifs, la pénibilité, la prise en compte des différentes catégories socio-professionnelles dans les consommations, et puis la pénibilité du travail, et je dirais toutes les nuisances. Et là, on aboutirait à un produit intérieur net qui serait beaucoup plus révélateur de la richesse d'un pays. Une autre question. Alors, oui, jeune homme. Je suis Elios Maman. Levez-vous, s'il vous plaît. Pardon. Oui. Elios Maman, étudiant en relations internationales à Genève. Ma question s'adresse à Monsieur Beckerman, qui disait tout à l'heure que les étudiants étaient les meilleurs professeurs. Que répondez-vous à l'une des critiques formulées par Alain Finkielkraut à l'encontre de l'éducation nationale, selon lequel on prend aujourd'hui davantage le temps de donner la parole que celui de donner la langue? Ah, jolie question. Personne n'est académicien pour répondre à son confrère. Pascal, vous devez l'être, non? Oui, bah oui. Heureusement, ils écrivent des livres ensemble. Oui, oui, on a écrit. Non, je pense, vous avez raison, il ne faut pas condamner la jeunesse, il ne faut pas non plus la flatter. Et c'est un trait de l'âge, en vieillissant, on se dit que la vérité réside dans les générations qui montent et qu'elles sont merveilleuses et qu'elles vont résoudre les problèmes que nous n'avons pas su résoudre. D'ailleurs, je pense que le mot jeunesse n'a absolument aucun sens. Il y a des jeunesses très différentes. Et je suis frappé par les questions de nos étudiants. Parfois, c'est des questions directes. Où dois-je investir, monsieur le banquier? Ça s'adresse donc à vous, pour avoir un bon rapport. Donc, ce sont des questions que vous pourrez poser dans le bureau, mais elles sont publiques. Évidemment, à mon époque, c'était impensable, tout simplement parce que nous étions en dehors du cercle de l'argent. Mais donc, il y a une crise de la transmission qu'on ne peut pas nier. Tous les professeurs de faculté qui ont des élèves en première année expliquent que l'orthographe s'est effondrée, que la compréhension de la langue s'est effondrée. Ça n'est pas du tout une vue de l'esprit. Même si on adore les jeunes pour toutes sortes de raisons, on n'est pas obligé pour autant de les caresser dans le sens du poil. Donc il y a là une véritable crise de la transmission. Le premier qui l'avait souligné, c'était Jean-Pierre Chevènement. Vous devez vous en souvenir, Pierre. Il était ministre de l'Éducation et il avait vu que les tests aux 3 jours pour le service militaire étaient absolument catastrophiques. Donc aider la jeunesse, encore une fois, ça n'est pas lui passer de la rhubarbe dans le dos, c'est au contraire la mettre face aux difficultés qui, plus tard, lorsque ces jeunes gens seront devenus des adultes, n'auront pas la possibilité de se confronter au monde qui viendra, tout simplement parce qu'il leur manquera les outils essentiels, et la langue est un outil essentiel. Pierre, je crois que vous voulez ajouter quelque chose. Vous savez, chose. non, moi, ce que je veux dire, c'est
la meilleure écoute, c'est pas nécessairement c'est écouter, et le meilleur enseignement, professer, ce n'est pas parler, c'est parfois le silence. On apprend beaucoup dans un silence. Et vous savez, il vient une phrase, si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. C'est très important, c'est-à-dire quand on doute, quand on est dans des incertitudes, quand on a cette philosophie du questionnement permanent, c'est pas pour être accablé, c'est pour agir, c'est pour réfléchir, c'est pour partager. Moi, je suis dans cette philosophie. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il fallait cultiver le monde étudiant. C'est pour ça que j'ai consacré ma vie à l'enseignement avant de m'occuper d'assurance. D'ailleurs, Pascal Brutter, quand vous parlez de l'épargne, vous avez interpellé votre interlocuteur de gauche, mais enfin, n'oubliez pas celui de droite. Pardon, je reviendrai vers vous. Vous le pourrez. Et c'est ça le message que je voudrais vous dire. J'ai professé pendant 30 ans, ici même. J'ai été heureux pendant ces 30 années parce que ce n'était pas unipolaire et c'était un dialogue et c'était réciproque. Et je suis heureux d'avoir un fan club aujourd'hui de 1000 étudiants qui ont prospéré dans le monde très capitalistique du trading, pas toujours de haute fréquence. Et c'est vrai que notre ministre avait fait une loi qui était protectrice et vertueuse à l'époque sur le trading de haute fréquence, mais ils sont devenus beaucoup plus fortunés que leurs petits professeurs. Et je suis content. Alors Pierre Moscovici, je ne suis pas assez connaisseur de la pédagogie pour me prononcer complètement sur le sujet. Je voudrais quand même peut-être nuancer un petit peu le propos ou le diagnostic. Bon, Jean-Pierre Chevènement, c'est pas nouveau. Il a été ministre de l'Éducation nationale il y a maintenant 35 ans. Il est effectivement attaqué sur les savoirs fondamentaux. Et son grand mot d'ordre, c'était lire, écrire, compter. Donc ça va apprendre à lire, écrire, compter. Ça interpelle d'ailleurs, me semble-t-il, davantage les pédagogues, davantage les professeurs, davantage l'éducation nationale que les jeunes. Parce qu'après tout, malgré tout, c'est aussi là qu'il recueille le savoir. Et puis, il y a aussi le fait que le monde change, que les nouvelles technologies jouent un rôle, qu'on apprend davantage par là, et que c'est vrai, un certain nombre de choses comme l'orthographe apparaissent à d'aucuns moins indispensables que dans le passé, et qu'on constate ce type de perte. Tout ça est assez juste, et c'est pour l'éducation nationale un très grand défi, qu'en effet, continuer à apprendre ces savoirs fondamentaux pour tous. Mais quand on se place ailleurs, encore une fois, j'ai eu une expérience singulière. J'adore enseigner aussi. Et je suis encore aujourd'hui prof à Sciences Po, prof au Collège de Bruges, prof à Columbia. Et quand on me demande d'aller faire une conférence à Schema à Lille, j'y vais. Et je rencontre des étudiants et je dois dire qu'ils m'épatent. Je ne veux pas leur passer la rhubarbe, je ne veux pas les flatter. Mais j'ai souvent le sentiment qu'en réalité, ils savent faire des choses qu'on ne savait pas faire. Quand je donne un séminaire à Sciences Po sur l'Europe, bon, franchement, les présentations me paraissent très souvent de haut niveau. Encore une fois, comme président de la Cour des comptes, j'attache beaucoup d'importance au rapport que je peux avoir avec les jeunes, ceux que j'accueille. Je prétends, et ils l'ont quand même appris quelque part, qu'ils savent faire plus de choses à 25 ans ou à 30 ans que je ne savais en faire quand j'avais 25 ans à 30 ans. Avec la même chose, sortant de la même école, avec le même type de classement. Ils ont quand même le maniement d'un certain nombre d'outils qu'on ne connaissait pas, l'apprentissage des langues, notamment des langues étrangères. Et donc il faut aussi saluer la métamorphose de l'université. Elle a perdu d'un certain point, sans aucun doute, mais elle a gagné d'autres. Oui, moi je parle anglais parce que j'ai été élevé en partie aux États-Unis par mes parents. Il se trouve que mon père était prof qui y enseignait. C'est très très rare dans ma génération dans la politique. Tous les jeunes que je vois à Sciences Po aujourd'hui, tous parlent au moins anglais de manière courante et avec 1, 2, 3 langues en plus. Et donc, moi, je ne désespère pas du tout de la jeunesse. Hein. Pas du tout. Je ne la flatte pas. Mais j'ai quand même une très grande confiance et une très grande impression. Et je pense que nous sommes là aussi pour leur donner cette confiance. Alors Pascal, vous voulez dire quelque chose? Oui, Gérard Beckerman a donné une citation d'Alain Greenspan. Si vous avez compris ce que je viens de dire, c'est que je me suis mal exprimé. C'était à la veille d'un crash monumental. Vous savez que Greenspan, qui était le président de la Fed, avait comme coutume de délivrer des oracles absolument incompréhensibles, si bien que de quelque côté que tombait la balle, il avait raison. Il y en a un autre comme ça, un milliardaire américain qui est Warren Buffett, qui invite à un prix extrêmement élevé des gens autour de lui, et selon la manière dont il positionne son couteau ou son assiette, les gens décident de quel côté investir.
Et on retrouve ces situations dans un roman d'Émile Zola qui s'appelle L'argent, où un imbécile qui fait fortune dans des mines de fer en Auvergne est tout d'un coup considéré comme un prophète extraordinaire en son pays. Mais je ne suis pas sûr que la position de l'oracle soit tout à fait bénéfique pour les étudiants. Quand j'enseigne, j'essaye d'être le plus clair possible, d'abord de comprendre ce que je dis moi-même pour essayer de le transmettre aux étudiants. Et j'ai eu quelques professeurs abscons, notamment en philosophie, à Vincennes à la fin des années 70, et je dois dire qu'aujourd'hui encore, je ne comprends pas tout à fait ce qu'ils m'ont dit, mais ça n'est pas grave, ils sont morts et je suis toujours vivant. Non, juste un mot, je ne suis pas philosophe, mais quand même, je préfère ceux qui s'expriment clairement et dont on comprend ce qu'ils disent de loin. Et généralement, ceux qu'on ne comprend pas, c'est quand même souvent des gens qui ont quelque chose à cacher ou qui ont à cacher le fait qu'ils n'ont rien à dire. Attendez, on va essayer de varier un peu les effets. Je voyais une jeune... Mademoiselle, pardon. Ou madame, je ne sais pas d'ailleurs. C'est vrai qu'on ne dit plus mademoiselle, je crois qu'on n'a plus le droit. Oui, c'est interdit. Oui. Merci, bonjour. Je vous en prie. Vous pouvez me dire mademoiselle, ça me fera plaisir. Donc Frédéric, bon, voilà. ex-étudiante, chef d'entreprise et salariée d'un grand groupe de distribution. Alors, je trouvais les débats passionnants et à la fois, vous avez toujours parlé de valeur travail ou alors de valeur de l'investissement. Or, aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression qu'il y a des nouveaux modèles. Et des nouveaux modèles où on peut gagner de l'argent sans travailler. On peut louer sa maison, on peut louer ses outils, on peut louer sa place de parking. Et c'est un nouveau moyen, en fait, de gagner de l'argent sans travailler. Alors, ma question, elle est assez simple. Vous avez tous plus ou moins des métiers qui sont en lien et qui sont basés sur des modèles où le travail est important, puisqu'il génère de l'argent et permet de financer beaucoup de choses. C'est quoi l'avenir de vos modèles dans une société où on n'aura plus besoin de travailler pour gagner de l'argent? Très bonne question. Alors, qui veut s'y risquer? Juste un mot. Ce que vous dites là sur la location, etc., c'est quand même l'effet extraordinaire de la technologie qui permet de faire tourner le capital beaucoup plus vite qu'avant, puisqu'on a beaucoup plus de moyens de l'utiliser, puisque l'information circule plus vite. C'est un énorme progrès et c'est très bien qu'il y ait des gens qui se mettent là-dessus pour une grande partie de la croissance économique que l'on n'a pas, c'est le capital qui ne tourne pas. Et donc effectivement, l'utiliser, ça permet de générer de la richesse avec un travail marginal additionnel faible et surtout du capital qui tourne plus. Donc c'est très bien. Il faut quand même du travail pour que ce capital soit produit au cours du temps, et renouvelé et qu'il progresse en innovation. Donc il y a vraiment place pour les deux dans ce domaine. Quelqu'un d'autre veut répondre à cette question? Non. Une autre question. Mademoiselle. Ou madame, oui. Pardon, oui, je suis désolé. Oui, je suis vraiment vieux jeu. Je suis vraiment vieux jeu. Bonjour. Bonjour. Donc moi je suis étudiante en ingénierie et sciences politiques et j'avais une question pour vous, Monsieur Moscovici. Vous avez parlé tout à l'heure du temps de l'action publique qui était un temps long. Or, on nous apprend, et notamment en cours, que le temps du politique est un temps, certes, qui sert à satisfaire les gens qui l'ont élu, mais aussi à satisfaire ceux qui vont le réélire. Comment, pour vous, il est donc possible de concilier ce temps court du politique qui veut aller vite pour pouvoir mettre en place rapidement ses objectifs et le temps long de l'action publique pour des mesures qui pourront prendre effet dans des dizaines d'années? Je pourrais m'en tirer par plusieurs pirouettes. Je pourrais d'abord dire, avec une version extrêmement noble, qu'il ne faut pas trop se préoccuper du court terme, mais travailler pour les générations futures. Vous ne me croiriez pas tout à fait. C'est-à-dire que les politiques, quand même, travaillent à leur réélection. Ce serait mentir que de dire le contraire. Je pourrais aussi dire, dans la même veine, que c'est en ayant des visions de long terme qu'on parvient à se faire réélire. Ce n'est pas tout à fait sûr non plus, car les électeurs sont un tout petit peu plus pragmatiques que ça. Mais je pense qu'en réalité, il faut arriver à trouver un équilibre dans ces choses. D'abord, on est toujours élu quelque part. Ça, il faut y penser. On a des électeurs, et la pensée de l'électeur, le souci de l'électeur, le besoin de l'électeur n'est jamais quelque chose de méprisable en politique. Il faut être capable de l'écouter, de l'entendre. Si on est trop loin, pour le coup, l'électeur, ça vaut pour un élu local, pour un élu national,
Alors à ce moment-là se produit une déconnexion qui est extraordinairement fâcheuse, et l'idée que la politique ne doit pas répondre aux besoins urgents, rapides, immédiats de la population est une idée élitiste qui vous aussi à l'échec. Mais en revanche, un bon politique, me semble-t-il, doit quand même avoir une vision, doit avoir un cap, doit avoir des idées. Moi, je continue de croire à la politique comme un exercice de confrontation extrêmement utile. Je ne suis pas pour la confusion, je ne suis pas pour le mélange. Je crois qu'on doit être capable effectivement de s'écouter. L'actualité oblige à faire des compromis. Moi, c'est quelque chose en quoi je crois depuis très longtemps. Dans ma vie politique, j'ai sans arrêt été à l'interface entre la nation et l'Europe, et j'ai appris dans des mandats de parlementaires européens que j'ai eus, dans des mandats de ministre des Affaires européennes, de ministre des Finances, de commissaire européen, que forcément, on doit apprendre à travailler avec ceux qui ne pensent pas comme vous. Et passer un compromis, si on en a envie, c'est pas si difficile que ça. C'est vrai, c'est un art, ça s'apprend. Mais le compromis n'est jamais quelque chose d'abstrait. C'est pas non plus une compromission, c'est pas un abandon. Ça se fait toujours à partir d'une certaine position. On essaie d'amener l'autre vers ses positions. On essaie d'aller le plus loin possible dans sa position. Bref, je crois qu'un bon politique, c'est quelqu'un qui a à la fois le pouls sur le terrain, qui a le sens de ce que demandent les électeurs, mais qui a aussi quelque chose à proposer, une vision, et qui sait arriver à compromettre ou à articuler tout ça dans une action qui fasse du sens, sans être pourtant déconnecté des réalités, des soucis de tous les jours. Compromis, un mot très, très, très à la mode actuellement. Mais indispensable. Et indispensable. Il est à la mode, mais, pardon de le dire, de ce point de vue-là, je voudrais faire une observation européenne. Il est temps que nous apprenions. Tous les autres savent le faire. Pardon d'entrer dans la politique une seconde. On est en train de se poser des questions sur une majorité relative. Je ne connais pas, à part le Royaume-Uni qui n'est plus dans l'Union européenne et qui a un système électoral extrêmement particulier, je ne connais pas de pays de l'Union européenne où il y a un parti ou une majorité qui est à elle seule 45% des sièges. Tous les autres passent des coalitions, trouvent des accords, trouvent des majorités d'idées. Et nous, tout à coup, on est en train comme ça de s'énerver sur une situation que chacun manie assez aisément finalement ailleurs. Conclusion, à nous d'apprendre. C'est un joli mot de la fin. Bravo à vous tous pour vos questions, bravo. Et bravo à nos conférenciers. Merci beaucoup. Merci à vous quatre. Et bon après-midi.